Bonjour Victoria, Salut Thierry, comment ça va aujourd'hui? mais très très bien, mais je vois que toi, tu n'es pas dans le, dans le même, dans le même bureau que d'habitude. Non, 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 aujourd'hui j'ai opté pour le bureau mobile, oui, effectivement. Oui, oui, Je joue et les oui, pigeons ça montre, voyageurs. ouais, Ça montre que la 4G fonctionne partout. Voilà, vivement la 5, hein. Bon, c'est un autre débat, c'est pas pour ça ouais, ça, qu'on- on l'abordera une fois. on en C'est parlera une fois. Alors, avant de découvrir notre invité qui nous attend patiemment à quelque part dans un autre coin du studio de Comme in Mind Live, eh bien, on vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par le meilleur qui organise, eh bien, le meilleur de la pub. Ça y est, vous avez pu le voir. Il aura bien lieu, il se tiendra cet automne et les inscriptions pour sortir vos plus beaux projets sont à délivrer, à déposer sur le site de Le Meilleur de la Pub avant le 6 août ou le 7 août. Enfin bref, vous avez le temps mais vous n'avez pas le temps. Donc moi je dis ça, je dis rien, mais traînez pas trop. Voilà. exact. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va faire connaissance avec notre invité qui vient avec un sujet super intéressant d'actualité et puis on aura du coup un super angle de vue par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Victoria, de qui il s'agit? Alors aujourd'hui, on reçoit Nicolas Inglard de la société Imadeo, qui est spécialisée dans toute la problématique de commerce et e-commerce. Je pense que c'est important aussi dans la semaine qu'on ait des agences, mais aussi des gens qui font des études et qui nous expliquent un petit peu quel sera le monde d'après. Alors, Nicolas, bonjour. Comment ça va? Bonjour, bah ça va très bien et ravi d'être dans ce live avec vous deux. Alors, première question toute simple, faut-il être optimiste ou pessimiste par rapport à ce qui va arriver et qui va concerner le monde du commerce? Alors des proches disaient qu'un pessimiste c'était un optimiste qui avait de l'expérience. Moi j'ai envie de voir ça, c'est-à-dire que on vient de vivre un chamboulement important, un traumatisme, et puis ça a un certain nombre de conséquences dont on va parler. Et ces conséquences, elles vont révéler des opportunités, mais aussi quand même des menaces importantes pour des acteurs en place. On a déjà vu la valse des faillites, notamment dans le textile, arriver par la France. Malheureusement, c'est le signe que tout ça ne va pas être neutre, loin de là. Oui, tout à fait. Donc, dans les premières études que Imadeo a réalisées, on a 40% des personnes qui ont répondu qui déclarent avoir modifié leurs habitudes de consommation pendant le Covid, enfin la pandémie, 40% peu et 20% pas vraiment. Donc, parlons de ces 41% qui ont changé leurs habitudes de consommation. Qu'ont-ils fait et quels sont aujourd'hui les biens qui sont vraiment plus importants pour eux? Oui, alors pour situer, effectivement, on a fait deux études. Une, pour être simple, au mois d'avril, un sondage dans toute la Suisse, et puis une au mois de mai qui était une démarche qualitative en Suisse romande. Donc la première, au mois d'avril, les gens, on leur a demandé, dans cette phase de blocage des commerces, est-ce que vous trouvez que vous avez changé vos habitudes? Et puis il y en a effectivement 40-41% qui ont dit oui, oui, j'ai modifié de manière assez importante. Et puis dans l'alimentaire, la modification, elle se trouve être assez simple à comprendre, c'est qu'ils sont allés beaucoup plus chez les petits producteurs, chez les magasins alimentaires de proximité, bio et autres. Et ça a été vraiment quelque chose de très, très significatif. Mais on sait que tout ce type d'achat bio est plus cher aujourd'hui où les gens peuvent retourner facilement en supermarché. Je dirais, il y a une sélection par les prix qui va se faire. Est-ce que cette tendance peut être suivie? Alors ça, c'est un peu toute la question pour l'après. C'est clair que le grand enjeu par rapport aux questions de commerce, c'est l'économie. On a des gens qui ont perdu leur job déjà, on a des gens qui se sentent menacés, ils ont en partie réduit leur budget global de dépenses dans le commerce pendant la fermeture, donc ils ont pu allouer un petit peu plus d'argent à l'alimentaire. Maintenant, certains vont devoir revenir à une économie tout à fait rationnelle, mesurée. Dans notre deuxième étude, on voit que l'horizon pour les gens, c'est vraiment le mois de septembre. Ils vont se dire, bon, c'est la rentrée, est-ce que j'ai encore mon job, quelles dépenses je fais, comment je m'organise. Donc, on a une période de flottement qui continue aussi maintenant avec, je dirais, la réouverture des commerces et des restaurants, etc. Mais les gens ont globalement dépensé moins pendant la crise et plus sur des commerces un peu plus chers alimentaires, parce que l'alimentaire,
reste l'endroit où on se lâche et ça c'est quelque chose qui va certainement rester. Le plaisir de cuisiner, de passer un moment en famille, c'est une tendance qui existait, mais qui est devenue forte et qui va rester dans les mois à venir, sans aucun doute. Alors justement, tu parles de l'alimentaire, et puis tu as un petit peu répondu à la question que j'avais envie de te poser. Est-ce que ces habitudes vont rester? On entend beaucoup le retour au local, au bio. On met beaucoup d'importance justement à des choses, à des produits de qualité qui viennent de pas trop loin. Sincèrement, est-ce que l'être humain va avoir une longue mémoire ou il va vite oublier à vue de nez ou peut-être au reflet de l'étude? En fait, il y a deux mémoires. Il y a la mémoire de la langue, celle du bon produit qui va rester. Donc les gens durablement veulent non seulement de la qualité pour eux, mais ils veulent aussi du sens. C'est-à-dire qu'on a vu aussi pendant la crise des applications comme Too Good To Go, tout ce qui est anti-gaspillage se développer. C'est un petit peu, pour prendre un exemple, c'est un petit peu comme l'histoire du tourisme d'achat. La parité entre l'euro et le franc suisse, elle a évolué très régulièrement pendant des années, puis d'un coup, il y a eu un phénomène brutal, et là, ça a quand même modifié de manière pas proportionnelle les comportements. Là, c'est pareil, les gens vont vouloir continuer à avoir de la qualité dans leur assiette, dans ce moment où ils se lâchent, qui est le moment alimentaire. Et de l'autre, une des choses qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, c'est la peur économique. Aujourd'hui, si les uns les autres sont pas touchés, ils se disent bah non, rien n'a changé. J'ai même fait des économies pour certains pendant la crise, parce que j'ai moins dépensé au restaurant, donc j'ai plus d'argent. Globalement, il y a beaucoup de gens qui se sentent menacés économiquement. Donc ceux-là, autant dire qu'ils vont, comme tout le monde, comme tout un chacun, devoir faire attention. Il y a ceux qui aiment les promotions, puis il y a ceux qui doivent trouver des promotions, et le commerce va répondre à cette réalité. À la fois du sens, mais aussi des prix. Je suis absolument d'accord. Les RHT, pour beaucoup d'entreprises, c'est jusqu'à fin août. Jusqu'à fin août, les entreprises garderont une partie de leurs salariés. Lorsqu'il n'y aura plus ce soutien-là, on verra. Je pense que là, il y aura quand même des licenciements secs qui vont arriver. Et donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense que tout le monde a un peu ce souci. Pour revenir sur le tourisme d'achat, on voit sur les cantons frontaliers ne pourront plus passer la frontière, ont découvert des petits commerçants locaux chez qui ils n'allaient plus. Est-ce que ça peut être une tendance qui va perdurer? Parce que malgré tout, le différentiel prix va exister à partir du 15 juin. Je pense que sur Genève, on va pouvoir passer la frontière à nouveau. Donc, est-ce que les gens vont se dire, bon, on va quand même aider les commerçants suisse, ou tant pis, finalement, le prix est plus important? Alors, on avait fait en 2015 et en 2016 pas mal d'études sur le tourisme d'achat, et on voyait qu'il y a deux motivations pour le tourisme d'achat. Bien sûr, la première, elle est économique, mais la deuxième, qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est de trouver des produits qu'on ne trouve pas forcément en Suisse. Donc, il peut y avoir cette motivation pour dire, après tout, j'ai un produit, alors c'est pas les rejetis, mais j'ai un produit que je trouve pas en Suisse, dont j'ai pris l'habitude ou le goût, et puis celui-là, j'aimerais bien aller le retrouver. Maintenant, ce qui va être très fort, je pense, c'est cette notion de sens. Et les consommateurs vont se dire, mais après tout, quand j'achète 10% plus cher sur le marché à quelqu'un que je connais, qui, lui, je vais préserver son boulot, ils vont aussi s'identifier dans cette dimension économique. Et oui, ça va perdurer, les achats directs aux producteurs. Et donc, quelque part, ceux pour qui cette crise n'est pas forcément si facile que ça, c'est les supermarchés. Alors certes, ils n'ont pas fermé, donc ils ont distribué avant de papier toilette à tous ceux qui en voulaient. Mais globalement, ce qu'on a vu aussi, c'est que pendant la crise, les gens sont moins allés au supermarché, plus chez les producteurs locaux, à part peut-être les millennials qui sont, eux, venus au supermarché quand ils n'y allaient pas. Et à la reprise, à partir de maintenant, effectivement, les supermarchés, ils vont être regardés à la fois sur les produits. Si eux mettent des tomates d'Espagne, ils vont être vraiment très très décriés. Et puis aussi sur les prix, parce qu'on est prêt à payer plus cher parce que c'est le petit producteur et ça on va le garder. Mais la grande surface, je pense qu'on va être très très exigeant, on va avoir des consommateurs très très exigeants dans les mois à venir. Il y a un élément dans l'étude qui ressort et je trouvais très très fort parce que c'est quelque chose qui, pour moi, et c'est là où il y a vraiment
quelque chose de très nouveau, c'est que finalement, le bon client n'est pas forcément un CSP+, mais celui qui va sauver l'économie, c'est monsieur, madame, tout le monde. Et c'est vraiment, la responsabilité, elle est au niveau de chaque individu. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très nouveau. C'est plus une question d'argent, c'est une question de volume. C'est ça. En fait, le marketing traditionnel, il met les gens dans des cases, notamment CSP, tranche de revenus, etc. Aujourd'hui, avec la menace économique, ces segmentations-là, elles sont tout à fait obsolètes. On a des gens qui gagnent bien leur vie, en théorie, qui travaillent dans le transport aérien ou dans le tourisme. Autant dire que ça va pas être des gros dépenseurs dans les mois à venir, malheureusement pour eux, et que donc quelque part, oui, moi je suis assez d'accord, c'est assez porteur de sens pour tous les gens, on va dire de la communication et du marketing, de réfléchir à ça, c'est de se dire peut-être que quelqu'un avec un revenu modeste, comme on le disait, va continuer ou même développer ses dépenses chez le petit producteur local et devenir quelque part un client important, alors que quelqu'un qui en théorie, avant la crise, avait du pouvoir d'achat, n'en aura plus et sera pas du tout quelqu'un à cibler pour les mois à venir. Donc moi je suis assez d'accord, je pense que ça remet en cause un certain nombre de fondements et il va falloir être très très pragmatique, très attentif dans les mois à venir pour comprendre comment le marché se décompose et il se décomposera pas de la même manière et malheureusement le tourisme va reprendre mais quelque part on va faire les comptes à la fin de l'année puis on va voir que la blessure est quand même certainement sensible pour beaucoup et comme on disait en septembre, est-ce que les entreprises en voyant la tête du vélo de l'année 2020 vont ajuster leur masse salariale, ce qui est normal. Donc on va avoir quand même beaucoup de gens qui dépensaient avant, qui seront plus ceux qui iront dans tel type de commerce ou dans tel type d'achat. Alors à bord de Comin Mag Live, on s'amuse, en tout cas moi le premier, à voir les annonceurs qui ont changé leur fusil d'épaule sur leur communication. Est-ce que d'après toi, justement, avec ce paradigme qui a méchamment été secoué, on va voir une sorte de shift, justement, du côté des annonceurs qui vont s'adresser peut-être à leurs clients habituels d'une autre façon? J'aime bien l'exemple, effectivement, du professionnel de l'aviation qui restera ou qui peut rester peut-être quand même un client intéressant. Est-ce que tu as le sentiment que côté annonceur, c'est des choses qui vont un petit peu se fine-tuner, qui vont s'adapter ou au contraire, on va laisser tomber l'idée? Non, alors moi je suis plus observateur du consommateur et c'est vrai que le consommateur, ce qu'on disait, c'est qu'il attend ça maintenant. C'est-à-dire il attend une prise de parole qui va souligner le fait que la marque, l'entreprise a une démarche qui correspond à ses attentes de donnant-donnant, c'est-à-dire de faire vivre aussi l'économie locale et de transparence sur les prix, en disant peut-être je suis plus cher. Parce que bon, pour l'instant c'est un peu les soldes avant les soldes. Oui. Quand ça a été la reprise des magasins, Zalando a commencé avec moins 40 sur sa homepage, donc autant dire que les pauvres magasins textiles quand ils réouvraient, ils avaient quand même la pression et ils l'auront. Donc aujourd'hui c'est ça. Pendant la crise, on a eu je trouve pas mal de flou sur la communication. Il y a eu peu de prise de parole vraiment. Il y a ceux qui disaient bon bah je continue comme avant pour soutenir, ce qui est déjà louable. Et puis il y a eu beaucoup qui ont arrêté, qui savaient pas quel message avoir. Aujourd'hui, de ce que je vois à travers nos études, les consommateurs eux, ils veulent une prise de parole. Et ils veulent une prise de parole qui aille dans le sens de ces changements qu'ils ont vécus et qu'ils souhaitent garder après la crise. Je voyais en France voisine, il y a Carrefour, qui est quand même un des leaders mondiaux du commerce alimentaire, donc qui est toujours intéressant à regarder, qui vient de lancer ces derniers jours ce qu'il appelle les produits engagés. Et donc, ça illustre assez bien, en tout cas dans l'alimentaire, je pense, la communication qu'il va falloir avoir, c'est de dire, bah voilà, ces produits, c'est une sélection de produits, de producteurs proches de chez vous, etc., etc. Donc, toutes les attentes qualitatives. Mais dans le non-alimentaire, ça va pas être forcément ce discours-là, parce que, bah, bien sûr, l'électronique, le textile continue à être fabriqué en Asie, mais les consommateurs attendent quelque chose. Mais c'est un peu paradoxal parce que c'est ces grandes enseignes qui ont cassé toute cette mécanique en allant acheter, en ayant un réseau d'approvisionnement éloigné, en amenant des produits qui auraient pu être achetés auprès de paysans locaux le plus loin possible, en Espagne ou je ne sais pas où, mais enfin.
et donc qui ont cassé tous les prix et qui ont cassé toute la machine. Donc c'est franchement des produits engagés aujourd'hui pour Carrefour, alors qu'ils n'ont pas arrêté de faire des prix minimaux. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur? Ça ne veut plus rien dire. Bon, Carrefour, ils ont quand même, dans l'alimentaire, pris d'eux-mêmes l'initiative de supprimer un certain nombre de substances controversées, comme ils disent, donc pas forcément interdites. Donc ils ont quand même pris les devants. Alors ils sont sur une grande bataille, le marché français est différent du bio, parce que c'est la seule poche de valeur qui reste à exploiter sur le marché alimentaire français. Oui, les grands de la grande distribution sont allés en grande partie développer les filières d'import, mais ils sont aussi ces dernières années dans l'alimentaire, puis on le voit bien en Suisse, de votre région et autres, aller sur la valeur, de la même manière, parce que ils sont allés aussi vendre des tomates plus chères, en ayant des tomates qui viennent pas d'Espagne. Donc eux, ça les intéresse aussi. Faut pas être naïf. Il y a un local qui coûte plus cher parce qu'il est local, et puis il y a les fraises qui viennent du Chili qui seront là toute l'année, quoi. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que je pense que les grands dans la grande distribution alimentaire vont être challengés. Donc ils vont jouer une image là dans les mois à venir. Qui peut être une image qui va prendre racine pour un bon bout de temps, qui est de savoir quelle est leur posture vis-à-vis du consommateur. Et donc c'est vrai qu'il faut qu'ils aient une posture, parler de communication, il faut qu'ils aient une posture, il faut qu'ils expliquent, il faut jusqu'à nous, les consommateurs nous ont dit, mais quand le rayon est vide, qu'ils me le disent, qu'ils mettent une affiche en disant ça sera réapprovisionné dans 2 jours. Mais voilà, il y a une attente aujourd'hui de transparence de la part des consommateurs. Et par contre, là où il y a une grande incertitude, c'est qu'on ne va pas pouvoir non plus augmenter les prix. Donc, il y a une attention à cause de la pression économique, du risque économique, il y a une attention au prix qui va être importante. Donc, on est quelque part dans des conditions assez inédites. On va avoir une exigence forte et puis les cartes étant battues, une fidélité qui est à remettre en cause. Les consommateurs vont rechallenger leurs commerçants. Ils vont vouloir plus de produits locaux, plus de qualitatif, plus de transparence, mais ils n'auront pas forcément plus de budget. Donc c'est quand même un sacré casse-tête. Mais est-ce que là, le e-commerce ne peut pas arriver plus que comme une solution de convenience, mais aussi comme une solution où finalement on peut imaginer, si on n'a pas un réseau de magasins, eh bien ça va se répercuter sur le prix des biens qui peut être moins important, et donc pour aussi dans cette logique de soutenir un peu la relance, peut-être que c'est la meilleure solution. Mais dans ce cas-là, ça veut dire un maillage de magasins qui est beaucoup moins fort. On regarde en Suisse, si on prend les Coop et Migros, c'est hallucinant dans toutes les villes, il y en a à peu près dans tous les quartiers. Est-ce que c'est encore justifié un tel maillage ? En tout cas, dans tous les cas, c'est le consommateur qui est censé le payer. Donc s'il y a trop de magasins, c'est lui qui paye trop cher. Et à un moment donné, il s'en rend compte. Oui, il va falloir être svelte, il va falloir être agile. Il y a 2 axes en fait. Il y a les surfaces de vente. Donc oui, les consommateurs, et puis aujourd'hui, c'est pas un plaisir d'aller dans un magasin où on doit faire la queue, au début, à la fin, se laver les mains. Donc les gens, ils attendent. Ils nous l'ont exprimé clairement, du click and collect, de la réservation, de la livraison. Ça, ils attendent ça aussi. Sans dire qu'ils vont tout basculer sur le e-commerce, c'est pas vrai. Il faut distinguer l'alimentaire et le non-alimentaire, mais ils vont pas tout basculer. Ils vont grignoter, mais bon, le e-commerce, ça reste pour l'instant 10% des dépenses en Suisse. Et puis dans le e-commerce, c'est surtout les gros qui vont tirer la couverture à eux. Donc les consommateurs, d'un côté, ils veulent ça c'est le côté des surfaces. Et il y a trop de magasins. Alors d'un côté, ça donne la possibilité de ne pas me déplacer pour aller loin, etc. Mais à un moment donné, c'est le consommateur qui paye ses mètres carrés. Et c'est ce personnel. Et puis le deuxième, qu'on n'aime pas beaucoup, c'est à la fois les horaires d'ouverture et le personnel. Un magasin, ses charges principales au-delà du produit, c'est les loyers et le personnel. Et il y a tout un tas d'expériences de magasins sans personnel, pas forcément par philosophie, mais par réalisme. Et ça va continuer à se développer. Parce que effectivement, le client, après tout, aujourd'hui, il fait déjà le scan lui-même dans les magasins Coop et Migros, où il passe lui-même à la caisse automatique. Donc après tout, il se dit, mais je vois pas pourquoi je payerais. Alors, il raisonne pas comme ça, mais à la fin de la journée, c'est lui qui paye aussi le personnel. Donc pourquoi je paye le personnel, ou pourquoi Donc il y a des offres qui existent, qui commencent à se développer, et ça c'est un deuxième volet. Donc l'immobilier, mais aussi le personnel vont être mis à mal.
Puis c'est pas aussi un peu de la réassurance de voir du personnel, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas être embêté par des vendeurs qui viennent tout le temps vous solliciter, mais entrer dans un magasin où il n'y a personne, c'est aussi bizarre. Bon, alors moi je crois qu'on a un vrai problème qui est issu de cette crise, c'est que pour l'instant les achats plaisir, on ne sait plus ce que c'est. Ouais. Donc, parce que c'est ça, le personnel, soit il est fonctionnel, soit il est relationnel, plaisir. Et les achats plaisir, pour l'instant, ça n'existe plus. Hein, on rentre dans un magasin avec un masque, on se lave les mains, on a quand même ce stress de la proximité. Et donc, ça va changer quand même notre vision des choses. L'achat plaisir, il va falloir qu'on trouve des moyens de le faire autrement. Et malgré tout, le personnel étant plus lié à l'achat plaisir, bah, il aura moins sa valeur ajoutée. Il aura moins sa valeur ajoutée dans les mois à venir. Mais est-ce qu'on peut imaginer des villes où il y aura, on voit dans la ville où je suis, on voit déjà des magasins qui vont commencer à fermer, mais Ouais. disons des villes sans commerce. Ouais. Je veux dire, le textile, on voit bien, c'est pas évident d'aujourd'hui d'aller acheter des habits. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre jusqu'à ce que les gens reprennent l'habitude d'essayer des habits que d'autres personnes auraient pu essayer aussi. Il y a quand même un minimum de risque. Ouais. Acheter en ligne, ce point de vue-là, tout ce qui est vestimentaire a l'air plus simple. Est-ce qu'on peut imaginer des villes où il n'y a pratiquement plus de commerce? Ben oui, parce que dans cette période de tension, les pôles, on va rester sur des pôles. Il y a toujours besoin, contrairement à ce qu'on voit parfois dans certains projets, mais il y a toujours besoin d'une certaine massification. C'est la place du village, hein. C'est là où le marché, et donc c'est là où se retrouvent tous les commerces. Et donc ça fonctionne, ça génère une attractivité. Par contre, la petite boutique dans la ruelle derrière, alors soit elle fait des produits que personne ne fait, et c'est pareil d'ailleurs en ligne, hein, et donc elle a sa raison d'être, elle a sa clientèle indépendamment du flux, soit elle est morte. Et donc, ça va être la même chose à l'échelle plus globale, c'est-à-dire qu'effectivement, les places fortes des gens en place, elles vont pouvoir résister. Les commerces dans les petits villages, Victoria, vous avez 100% raison. Malheureusement, ils vont être mis à mal, ils sont déjà mis à mal aujourd'hui, et dans les mois à venir, ça va fermer aussi là-bas. Il y a les grands secteurs, le textile, l'ameublement, qui sont des secteurs sous pression déjà depuis longtemps. Et puis, il y a le commerce local qui va manquer de clients et qui va souffrir, ouais. Ouais, et qui va fermer en partie. Alors, on l'a vu spécialement dans cette crise, le e-commerce n'est pas l'apanage des gros acteurs. D'après toi, effectivement, la vente en ligne comme complément, comme plan B, comme suite logique, c'est quelque chose qui va perdurer, qui fera changer les esprits. On a très souvent ici dans Comme in Mag Live pris l'exemple du boucher qui s'est retrouvé à avoir eu raison peut-être de s'intéresser à un site de e-commerce même s'il fait du local, puisqu'effectivement ça amène aussi beaucoup d'avantages et de simplicité. Ça, dans les 6 mois, dans l'année qui vient, c'est des choses qui vont évoluer, parce que je suis surpris de t'entendre sur le business fait dans le commerce en Suisse. On dirait que ce chiffre pour le en ligne n'a toujours pas bougé, n'a toujours pas progressé. Est-ce que ça va aussi changer? Ben, en fait, nous, ce qu'on a vu dans nos études, c'est qu'après, pendant la crise, les gens avaient envie de revenir en magasin, hein. Ça reste le lieu principal de commerce en chiffres. Donc, ils avaient envie de revenir en magasin. Ils ont aussi commandé plus en ligne, hein, de l'électronique, des produits culturels. Ça, ils les ont achetés en ligne. Donc ça, ils ont pris cette habitude. Et oui, le problème de cette crise, elle montre, c'est que une chose, c'est qu'on peut pas se satisfaire d'un seul positionnement, d'un seul canal. Et c'est vrai que moi, il y a toujours un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est celui du drive, parce que le drive, c'est un vrai phénomène en France depuis des années. Et puis en Suisse, on regarde ça en disant ah ouais, mais c'est un truc pour Français. Et donc, ça n'a pas de raison d'être en Suisse où on a des réseaux de proximité. Ben si, la preuve en est, pendant cette période de crise, les drives ont multiplié leur chiffre d'affaires de manière très très importante. Et donc, ben, de la même manière, dans les mois à venir, les consommateurs veulent en tout cas de la réservation. Ça, on voit très bien dans les études, la première chose que les gens veulent, c'est de pouvoir savoir que le produit est effectivement présent dans le magasin où je vais aller. Donc ça paraît tout simple, mais on sait que c'est le système d'information complet qui est derrière. Et donc les consommateurs veulent ça, ils veulent au minimum ça. Puis donc je vais me déplacer parce que je sais que le produit, je vais le trouver dans ma boutique à tel endroit. Et puis ensuite,
tant qu'à s'informer en ligne, autant le réserver, voire l'acheter ou pas. Ça, après, il y a des comportements divers, mais en tout cas que je puisse le réserver. Donc comme ça, non seulement je ne vais pas me déplacer pour rien, mais en plus je suis sûr que le produit, je vais revenir avec. Donc ça, c'est le minimum que les gens veulent. Et puis, il y a l'autre côté qui est toujours le côté problématique, c'est la livraison. Les gens ont expérimenté les repas emportés, mais ils ont aussi expérimenté beaucoup plus que d'habitude la livraison de repas. C'est pas mal, ça leur plaît. La question est toujours la même, c'est qui paye la livraison, et ça c'est une éternelle question, parce que bah oui, ça coûte cher d'aller jusque chez les gens. Donc les consommateurs, ils doivent absolument déployer toutes les solutions, qu'ils soient bouchers de quartier ou grandes chaînes. Ils doivent déployer toutes les solutions possibles, et il y en a plein. Parce qu'on vit aussi une période où il y a plein de solutions accessibles techniquement. Mais on a aussi découvert, dans ce besoin de savoir si le produit est en magasin, que nombre de produits n'étaient pas fabriqués du tout, ni en Suisse, ni en Europe, mais venaient d'Asie. Qu'aujourd'hui, on voit dans plein de secteurs où il manque énormément de produits, parce que pendant le confinement, il y a aussi des confinements dans les autres pays, donc ils sont en train de reproduire, de produire enfin. Donc on a une espèce de délai de 2 mois qui va se perdurer. Donc, et là, on découvre à quel point, là aussi, pour quel que soit le type de produit, on est dépendant d'un étranger qui vient imaginaire, quoi. On ne sait pas d'où viennent les produits. Et ça, d'une part, ouais. On est aussi responsable dans une logique, je dirais, plus écologique. Tout d'un coup, on découvre que ça peut être de la chaussure au meuble ou je ne sais pas quoi. Tout est fait n'importe où sur la planète. On ne le sait. Oui, alors c'est clair que celui qui veut rouler dans une voiture fabriquée en Suisse, guidée par un GPS suisse et en roulant sur du bitume 100% d'origine suisse, il n'existe pas, puisque celui-là, il est écologique, donc de toute façon. Donc, non, mais on est dans une structure mondialisée. Ce qui est formidable, c'est de voir à quel point un tout petit bout de tissu, donc quelque chose à low-tech, faible valeur ajoutée, en théorie, est devenu un produit stratégique qu'on fabrique soit dans les arrière-cuisines chez nous, soit uniquement en Asie. Donc ça illustre quand même assez bien l'ironie de la situation. Maintenant, c'est clair que pour faire le lien avec ce qu'on disait avant sur le e-commerce, les gens qui font du e-commerce alimentaire avec du picking magasin, depuis longtemps, ils savent qu'il y a des produits en rupture et qui doivent expérimenter la proposition de produits de substitution auprès des consommateurs. Donc eux, ils ont, à travers le picking magasin, expérimenté ça et trouvé des solutions. De la même manière, il faut qu'on puisse d'un côté dire ce produit, il n'y en aura pas avant 2 mois, parce que le client, il veut de la transparence. Et puis de l'autre, peut-être trouver de la substitution ou d'autres appros. Et donc là, il y a un boulot d'achat énorme pour satisfaire la demande dans les mois à venir. Hein. Ouais. On découvre aussi que derrière le magasin, derrière le bureau qui sera peut-être plus occupé à 100%, il y a souvent des fonds de pension qui ont investi dans la pierre, qu'on va se retrouver, parce que c'est une cascade, hein, tout le monde est lié de la même manière que la production de produits qui est globalisée, elle impacte tout le monde. Mais je veux dire, le présentiel dans les villes a aussi un impact qui va nous concerner tous en tant qu'individus de manière indirecte. Mais qui, in fine, si tous ces espaces vides vont continuer à généraliser, bien c'est les fonds de pension de tout le monde. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on est dans un système qui fonctionnait avec une tension. Hein. En fin de compte, l'immobilier est cher, mais il est payé par des enseignes qui font leur commerce et qui viennent vous capter vos revenus. Et puis finalement, tout ça finit par payer les pensions. Le problème, c'est que là, il y a du sable dans l'engrenage. On avait déjà un peu trop de surface, on le savait avant cette crise. Puis comme on le disait, cette crise, elle a supprimé pour l'instant l'achat-plaisir, elle va accélérer, comme d'autres crises en leur temps, des changements qui étaient naissants ou qui étaient faibles. Et donc effectivement, l'immobilier, tous ces mètres carrés de magasins aujourd'hui, et c'est un phénomène mondial, puisque on voit le plus ancien centre commercial du monde, qui est dans l'État de New York, c'est devenu une résidence. Hein, donc il a été transformé, ils ont gardé le café, et puis tout ce qui est à l'étage
son nom à l'instant m'échappe, mais vous le retrouverez sans problème. Ça a été transformé pour devenir, en fin de compte, un logement. Alors que c'est magnifique, hein, c'est une galerie forcément avec beaucoup de charme. Donc ça illustre le problème de l'immobilier qui existait avant et qui va maintenant devenir plus important avec cet engrenage vers les caisses de pension et puis l'importance de l'immobilier dans l'économie. Donc ça, c'est un gros questionnement. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que les boutiques dans le monde du luxe, qui sont toutes déficitaires, qui ne servent qu'à une seule chose, simplement être une affiche en 3D, vont disparaître parce que on voit le monde du luxe qui va de plus en plus sur du e-commerce, c'est plus un tabou. Et pourquoi avoir dans ces centres-villes ces magasins avec souvent un responsable de la sécurité, une ou deux vendeuses, et ils vendent à peu près une montre ou un bijou par semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces espaces ? Alors là-dedans, il y a les deux. En fait, il y a aussi des magasins de luxe qui ont les flux de la grande distribution et des chiffres tout à fait impressionnants. Et puis, il y a des magasins de luxe qui sont que un élément de présence et de communication. Et effectivement, quelque part, ceux-là, ils pourraient avoir la façade et puis une construction modulaire derrière, bien intégrée, ça remplirait la fonction. Donc, ça va. De toute façon, les arbitrages vont avoir lieu, hein, sous la pression économique ou sous la pression justement du changement du consommateur qui est en train d'évoluer rapidement. Donc oui, la question des mètres carrés en trop, qu'ils soient luxe ou pas luxe, va se poser de manière très très forte dans les années à venir. Je pense que c'est le challenge de la décennie, c'est d'ajuster à venir, c'est d'ajuster effectivement cette présence de mètres carrés, leur niveau de loyer aussi, hein, et puis alors aujourd'hui, ça se traduit par une espèce d'adoration des nouvelles marques des NVB. Hein, tous les acteurs en place se disent, mais dans le fond, si je faisais comme eux, si j'avais pas de magasin, etc. Mais ça, on sait que ça fonctionne pas. Quand on a déjà quelque chose d'existant, il faut se baser sur ses forces et pas toujours regarder la voiture d'à côté en pensant qu'elle va aller plus vite. Il faut piloter son véhicule en s'appuyant vraiment sur ses atouts. Mais oui, l'immobilier, ça va être une variable d'ajustement dans les années à venir. C'est pas à court terme, mais sur 5 à 10 ans, on peut se poser des questions. Donc cette pandémie, elle aura accéléré la transformation une transformation qui se serait faite sur une décennie. On va l'avoir en 2 ans. Oui, en 2 ans, 3 ans, on n'en sait rien. Hein, bien malin, celui qui peut dire je sais ce qui va se passer, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, nous, à travers nos études, on a vu que la graine du changement était présente. Et puis, on peut, par analogie avec d'autres crises, se dire que oui, ça va accélérer. À quelle vitesse? Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans? On n'en sait rien. Il va falloir vraiment observer. Mais c'est clair qu'on ne sera plus pareil après. On est déjà en fin de compte dans une partie du monde d'après. Et pendant quelques mois, on n'aura plus d'achat plaisir, on aura des contraintes. Et ça va encore durablement, au-delà de la peur de la crise économique, qu'on découvrira à partir de la rentrée septembre, octobre, novembre. On va savoir un peu à quelle sauce on va être mangé. Et je pense que la facture risque d'être quand même assez lourde. C'était très très intéressant. On doit juste peut-être aussi rappeler quelque chose qui est un point commun qu'on est en train de constater chez beaucoup d'acteurs de cette économie, et puis le point commun que beaucoup ont vécu durant cette crise, c'est effectivement la notion du flux tendu qui est une réalité pour beaucoup d'acteurs, un peu à l'image justement de ces grandes surfaces commerciales qui se retrouvent en quelques semaines seulement très très coincés financièrement. Et merci beaucoup Nicolas, c'était très 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 intéressant, très constructif. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, même si j'ai déjà un petit peu l'idée de la réponse, parce qu'effectivement tout ça fait l'objet d'une étude, voilà. Oui, alors il y a une étude qui est en accès gratuit que vous trouvez sur notre site imadeo.com, puis vous allez dans la rubrique études et puis vous voyez effectivement cette étude avec les clés de la consommation post-Covid. C'est gratuit, c'est effectivement notre contribution au marché, donc n'hésitez pas et aussi à échanger après quand vous avez vu l'étude. Nous, on est forcément intéressés, ouverts à avoir des feedbacks, des échanges comme on l'a eu aujourd'hui, parce que c'est ça aussi qui nous fait progresser.
Merci beaucoup en tout cas. Merci. Le mot d'ordre, c'est effectivement l'échange. On va te souhaiter une bonne suite d'après-midi fructueuse et en télétravail. Et on se dit à très très bientôt. Merci à tous. Merci Nicolas. Il est temps pour nous aussi de clore cet épisode. On arrive. C'était bien dense, hein, c'était très très intéressant. J'espère que. Et c'est très, je veux dire, ce qui va se passer là va avoir des conséquences énormes. Oui, oui, j'aime bien les propos de Nicolas sur le fait qu'il va falloir être prudent sur la durée. Alors à propos de durée, je vous le rappelle, hein, si jamais vous n'aviez pas noté, il vous reste encore quelques semaines, allez, quasiment 2 mois pour proposer vos meilleurs projets sur le meilleur de la pub, puisque c'est la toute première semaine du mois d'août que connaîtra la clôture de vos inscriptions de cette 5e édition du meilleur de la pub qui se tiendra en automne prochain. Envie d'en savoir plus, lemeilleurdelapub.ch. Voilà. Quant à nous, eh bien, Victoria, on va continuer notre journée. On va se dire à demain. À demain. Et, Exact. et portez-vous bien d'ici là. Ouais. Bye Au bye. revoir.